La nuit tombait sur l'Île-de-France en cette fin d'automne 1778, et le manoir de Montfaucon semblait se rétrécir sous l'obscurité, comme s'il cherchait à cacher ses propres péchés. Dans la cour pavée, Élise Morel avançait d'un pas silencieux, serrant contre elle son tablier rouge sombre, usé mais impeccablement propre. Cette étoffe, héritée de sa mère disparue, était pour beaucoup un simple vêtement de servante. Mais pour Élise, c'était un fil ténu reliant ce monde froid à une vérité qu'elle n'osait encore affronter. Elle venait de terminer les tâches du soir, lorsque résonna une rumeur inattendue. L'intendant avait été remplacé. Aucun des domestiques n'avait été prévenu. Les lanternes s'allumaient une à une, révélant des silhouettes inquiètes, observant l'arrivée du carrosse noir qui s'arrêta devant le perron principal. Les chevaux piaffèrent, agités par un vent glacé. Une odeur de feuilles humides et de pierres anciennes flottait dans l'air. Un homme en descendit, grand, le visage à moitié éclairé par la flamme tremblante d'une lanterne. Il se nommait Monsieur Armand Delcourt. Ses bottes claquèrent sur les marches, et son regard se posa aussitôt sur les fenêtres du premier étage, celles du bureau où reposaient les archives du manoir. Élise remarqua ce détail. Chez elle, rien ne lui échappait. Le silence tendu qui accompagna son arrivée lui rappela celui des nuits, où, enfant, elle croyait entendre les murs murmurer. Les serviteurs furent convoqués dans le grand hall. La lumière jaune des chandelles glissait sur les tapisseries délavées représentant les ancêtres de Montfaucon, tous rigides, arrogants, l'épée au côté. Le baron, assis dans son fauteuil de chêne sculpté, accueillit l'intendant d'un ton sec, un froncement de sourcils, un salut bref. Élise, silencieuse, se tenait derrière les autres domestiques, observant. Delcourt parlait peu. Il semblait étudier chaque visage, chaque posture. Quand ses yeux croisèrent ceux d'Élise, un infime frisson la parcourut, un frisson qu'elle tenta d'étouffer aussitôt. Son regard n'était ni celui d'un homme curieux, ni celui d'un supérieur habitué à jauger ses subordonnés. Il était calculateur. Dans les jours qui suivirent, une tension inhabituelle enveloppa le domaine. Les domestiques murmuraient que Delcourt passait de longues heures dans les archives. D'autres assuraient l'avoir vu inspecter les fondations du manoir avec une précision presque maniaque, comme s'il cherchait une brèche, une fissure, un secret enfoui. Élise, de son côté, tentait d'ignorer les souvenirs qui remontaient, déclenchés par la présence de cet homme étranger. Sa mère avait disparu 15 ans auparavant. On lui avait dit qu'elle avait quitté le domaine sans prévenir, emportée par un soudain désir de liberté. Élise n'avait jamais cru à cette version. Personne ne quittait Montfaucon ainsi. Pas une servante, pas une femme sans ressources, et certainement pas une mère aimante. Une nuit, alors qu'elle traversait le couloir menant aux cuisines, Élise remarqua la porte des archives entr'ouverte. Une lueur vacillante s'échappait de l'intérieur. Une impulsion la poussa à s'y glisser, tel un souffle rouge traversant l'obscurité. À l'intérieur, Delcourt était penché sur un registre ancien, relié de cuir brun. Le parfum de poussière et de cire brûlée emplissait la pièce. Élise retint son souffle. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit d'être ici. Mais quelque chose dans l'attitude de l'intendant la paralysait. Il tournait les pages avec précaution, comme s'il effleurait une plaie secrète. Puis il s'arrêta, fixa un nom inscrit à l'encre pâlie. Son visage se durcit. Avant qu'elle ne puisse reculer, une planche grinça sous son pied. Delcourt leva brusquement la tête. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix basse mais tranchante. Élise voulut fuir, mais ses jambes refusèrent d'obéir. L'intendant s'approcha, la lueur de la bougie dans sa main dessinant des ombres menaçantes sur les murs. Quand il la reconnut, un imperceptible sourire étira ses lèvres. « Mademoiselle Morel, vous êtes bien curieuse pour une simple servante. » Elle baissa les yeux, mais son cœur battait trop fort pour qu'elle puisse masquer son trouble. Delcourt ferma le registre devant elle, lentement, comme pour souligner la gravité de ce qu'elle n'avait pas vu. « Les archives ne sont pas un lieu pour vous, » dit-il en éteignant la bougie d'un souffle. « Retournez à vos quartiers. » Il la raccompagna jusqu'au couloir. Mais avant qu'elle ne s'éloigne, il ajouta « Certaines histoires ne doivent pas être déterrées. Elles ont coûté trop cher autrefois. » Le ton de sa voix n'était pas une menace. C'était pire que cela. C'était une certitude. Élise s'éloigna, le souffle court,
incapable de comprendre si l'intendant cherchait à la protéger ou à l'avertir. Lorsqu'elle entra dans sa petite chambre mansardée, elle trouva quelque chose glissé sous sa porte, un morceau de papier, replié avec soin. Une seule phrase y était écrite, de cette écriture tremblante qu'elle reconnaîtrait entre mille. « Ce que ta mère a laissé derrière elle n'est pas mort. » Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds, et pourtant, ce n'était que le début. Le lendemain, la pluie s'abattit sur le domaine comme une malédiction ancienne revenue réclamer son dû. L'air sentait la terre retourner, l'humidité, et quelque chose d'autre, une odeur métallique qui semblait sourdre des murs du manoir de Montfaucon. Élise Morel, le tablier rouge serré autour de la taille, accomplissait ses tâches mécaniquement, mais son esprit restait prisonnier du billet anonyme retrouvé sous sa porte. Ce que ta mère a laissé derrière elle n'est pas mort. Elle relisait mentalement ces mots, encore et encore, comme une braise qui refusait de s'éteindre. Depuis l'aube, l'intendant Delcourt circulait dans le manoir avec une énergie fébrile. Il passait d'une aile à l'autre, interrogeant les domestiques avec un intérêt froid, presque clinique. Certains l'évitaient, d'autres tentèrent de gagner ses faveurs, mais tous ressentaient qu'il n'était pas venu simplement pour réorganiser la gestion du domaine, comme le baron l'avait annoncé. Ce matin-là, Élise fut envoyée dans les sous-sols pour récupérer des linges. Les escaliers menant aux caves étaient étroits, étouffants, l'air si humide que chaque inspiration semblait coller à la gorge. Les murs suintaient. On aurait dit que la pierre pleurait. Un bruit attira son attention, un froissement, un souffle bref, quelque chose de vivant. Elle se figea. « Il y a quelqu'un » murmura-t-elle. Aucune réponse. Mais un courant d'air froid glissa contre sa nuque. Lorsqu'elle atteignit la salle des cuves, elle découvrit une porte entr'ouverte, qu'elle était certaine d'avoir toujours vue verrouillée. Une inscription presque effacée se devinait encore. Réserve, accès interdit. Contre toute raison, elle poussa la porte. L'odeur de poussière ancienne, mêlée à celle de bois pourri, lui monta au visage. À l'intérieur, des caisses empilées formaient un labyrinthe silencieux. Elle avançait à pas feutrés lorsqu'un objet attira son regard. Une brique du mur s'était détachée, révélant une cavité obscure. Elle se pencha. Dans l'ouverture, quelque chose brillait faiblement, un éclat de métal à moitié enfoui. Elle tendit la main. « Vous ne devriez pas être ici. » La voix de Delcourt la fit sursauter. Il apparut dans l'encadrement, la lanterne haute, ses traits creusés par l'ombre. « Pourquoi me suivez-vous » demanda-t-il avec une douceur si fausse qu'elle en devint menaçante. Élise se redressa, essuyant ses mains sur son tablier. « J'exécute les tâches qu'on m'a confiées. » Cette porte était ouverte. Il avança, posa sa lanterne à terre, et d'un geste sec rabattit la brique en place. Certaines zones du manoir sont instables, tout cela pourrait s'effondrer, et vous avec. L'éclat étrange dans son regard contredisait la bienveillance apparente de ses mots. Elle comprit alors que cet homme savait exactement ce qui se trouvait derrière cette paroi, et qu'il ferait tout pour l'en empêcher. Mais quelque chose, dans l'attitude de Delcourt, révéla plus qu'il ne souhaitait montrer. Une inquiétude, une urgence. « Monsieur Delcourt, murmura-t-elle, est-ce que vous connaissiez ma mère ?» Il se figea. L'espace d'un instant, la flamme de la lanterne sembla vaciller comme si l'air s'était soudain épaissi. « Votre mère » répéta-t-il, lentement. « Non. » Pourquoi cette question? Son ton était trop neutre, trop mesuré. Élise ne répondit pas, mais elle sut, avec une certitude glaciale, qu'il mentait. Lorsqu'elle remonta vers les étages, son cœur battait encore. Au détour d'un couloir, une domestique âgée, Madame Gravois, l'attrapa par le bras. « Élise, fais attention. On dit que l'intendant pose trop de questions, surtout à ton sujet. Et le baron n'aime pas qu'on remue le passé. » La jeune femme pâlit. « Le passé? Quel passé ?» Madame Gravois hésita puis jeta un regard autour d'elle. « Ta mère n'est pas partie de son plein gré. Mais personne ici n'osera te le dire. Alors pourquoi vous... » « Parce que tu portes son regard, » dit-elle simplement. « Et cela dérange les Montfaucon. » Elle s'éloigna aussitôt, laissant Élise trembler sous le poids de cette révélation. Le manoir entier, avec ses tentures lourdes et ses boiseries sombres,
semblait se resserrer sur elle comme une cage. Plus tard dans la journée, un incident troubla davantage les esprits. Un ouvrier chargé de réparer la toiture affirma avoir trouvé, derrière la vieille cheminée de l'aile est, des papiers brûlés volontairement, trop soigneusement pour n'être qu'un accident. On ne parla que de cela toute la soirée. À la tombée de la nuit, Élise reçut la tâche de rapporter un plateau au bureau du baron. Tandis qu'elle marchait dans le long couloir, son pas résonnant faiblement sur le parquet, quelque chose craqua sous sa semelle. Elle se pencha. Un fragment de parchemin. À peine lisible, mais suffisamment conservé pour distinguer quelques mots. Des mots qui lui glacèrent le sang. Morel. Scellé. Chambre du Nord. Elle leva les yeux vers l'obscurité du couloir. Le silence y était trop lourd. Trop parfait. Comme si quelqu'un l'observait juste au-delà de l'endroit où la lumière des chandelles n'atteignait plus. La nuit s'étira sur Montfaucon comme un voile de suie, lourde, étouffante. Dans les couloirs étroits, la lueur des chandelles semblait hésiter à brûler, comme si même les flammes craignaient de révéler ce qui se cachait derrière les portes closes. Élise Morel avançait lentement, le fragment de parchemin serré dans sa paume. Chaque pas résonnait dans sa poitrine comme un écho de son propre cœur. Morel, scellé, Chambre du Nord. Pourquoi ce nom, son nom, se trouvait-il sur un document brûlé à moitié? Pourquoi cette mention d'une pièce scellée? Elle s'arrêta au pied de l'escalier menant à l'aile nord. Depuis l'enfance, on lui avait appris à éviter cette partie du manoir. On disait qu'elle était dangereuse, que les planchers menaçaient de céder, que les fenêtres, jamais réparées, laissaient entrer le vent au point d'en rendre les murs instables. Des explications pratiques. Trop pratiques. Le silence trop dense disait autre chose. Quelque chose avait été volontairement effacé. Au même moment, un claquement sec retentit derrière elle. Élise sursauta. Ce n'était qu'une porte qu'on refermait dans le couloir du rez-de-chaussée, mais son instinct, vif, lui souffla que quelqu'un l'observait. Depuis un certain temps déjà. Elle monta les marches d'un pas déterminé. L'aile nord baignait dans une obscurité stagnante. La poussière flottait comme un brouillard pâle. Les portraits accrochés au mur semblaient suivre ses mouvements de leurs yeux ternes. Le froid y était différent, presque humide, comme si les murs transpiraient un secret trop lourd pour rester prisonnier de la pierre. Elle longea un couloir plus étroit encore, jusqu'à atteindre une porte boisée, scellée par une bande de métal terni. Une inscription gravée en lettres presque effacées indiquait « Chambre des dames, entrée interdite ». Élise sentit sa gorge se serrer. Ce nom avait traversé les générations, entouré de rumeurs tenaces. Une pièce où les femmes de la famille venaient jadis accoucher loin des regards, ou se retirer après un deuil. Mais depuis plus d'un demi-siècle, elle était close, ignorée, comme si la simple idée de l'ouvrir pouvait réveiller un fantôme dont personne ne voulait accepter l'existence. Elle effleura la bande de métal. Elle ne tenait plus vraiment. La serrure semblait avoir été forcée autrefois, puis refermée maladroitement. Quelqu'un bien avant elle avait tenté d'y entrer. Élise? La voix derrière elle lui tordit le ventre. Elle se retourna brusquement. C'était Jehan, le jeune garçon d'écurie, nerveux, essoufflé, les yeux écarquillés comme s'il avait couru depuis le fond du domaine. « Je te cherche partout », souffla-t-il. « Ne reste pas ici. Tu sais ce qu'on raconte. Ceux qui s'approchent trop de cette aile, ils finissent mal. » Elle tenta de calmer sa respiration. « Je dois comprendre, Jehan. Il y a quelque chose ici, quelque chose en lien avec ma mère. » Le garçon blêmit. « Tu ne devrais pas prononcer cela à voix haute. Si le baron... Alors pourquoi personne ne parle d'elle? Pourquoi le nom Morel apparaît dans des papiers brûlés, dans des archives scellées? Pourquoi ment-on depuis 15 ans? » Jehan ouvrit la bouche, prêt à répondre, puis se figea. Son regard se porta derrière Élise. Elle se tourna à son tour. La bande métallique venait de glisser au sol, sans qu'elle ne la touche. Un souffle froid s'échappa de la pièce interdite. Un souffle qui sentait le linge ancien, le bois mort, et autre chose, un parfum trop subtil pour être nommé, mais qu'Élise connaissait au plus profond d'elle-même. Le parfum de sa mère. « Élise, on doit partir maintenant », insista Jehan en lui saisissant le poignet. Mais elle fit un pas en avant, irrésistiblement attirée. La porte, légèrement entr'ouverte, oscillait comme si quelqu'un venait de disparaître derrière elle. Jehan tira plus fort.
S'il te plaît. L'intendant pose des questions. Il est allé voir le baron cet après-midi. Il parle de toi. Elle s'immobilisa. De elle? Pourquoi? Pour quel dessein? Jehan, plus bas encore, murmura. On dit qu'il fouille dans les registres de naissance, de décès, et que le baron s'en est irrité. Qu'il ne veut surtout pas qu'on touche aux années autour de 1763, l'année où ta mère est arrivée ici. Un frisson glacial remonta le long de l'échine d'Élise. L'année de sa naissance. Elle se sentit vaciller, mais avant qu'elle puisse répondre, un bruit sourd résonna dans la chambre interdite. Pas un bruit de vent ni de meubles qui bougent. Non, un bruit sec, comme un objet qu'on laisse tomber intentionnellement sur le sol. Elle se tourna une nouvelle fois vers la porte. L'obscurité à l'intérieur paraissait vivante, mouvante. Et au pied du seuil, là où il n'y avait rien quelques instants plus tôt, un petit carré de tissu reposait, soigneusement plié. Élise se pencha, la gorge serrée. Elle reconnut immédiatement la couleur. Un rouge profond. Exactement le même ton que le tablier qu'elle portait depuis toujours. Un tissu venu d'un autre temps, venu de quelqu'un d'autre. Jehan recula, terrifié. Élise, ce n'est pas possible. Comment ça aurait pu être là? Elle ramassa l'étoffe du bout des doigts. Elle tremblait. Le tissu exhalait un parfum familier, si familier qu'elle en eut le souffle coupé. Sa mère avait porté un linge identique. Élise ferma les yeux une seconde, submergée. Quand elle les rouvrit, un détail la glaça davantage encore. Le tissu, trop propre, trop récent pour appartenir au passé, semblait avoir été posé là, il y avait quelques instants seulement. Et au fond de la pièce interdite, quelque chose remua imperceptiblement dans l'ombre, comme si la chambre venait de reconnaître son retour, ou de réclamer autre chose. La découverte du tissu rouge ne quitta plus l'esprit d'Élise. Elle l'avait caché contre sa poitrine toute la nuit, incapable de le laisser hors de sa portée. Dans cette étoffe, il y avait quelque chose de plus qu'un souvenir, une présence, presque une respiration, comme si sa mère, d'une manière invisible, tentait de lui montrer le chemin qu'on avait tout fait pour effacer. Le lendemain, l'aile nord fut soudainement condamnée. Des planches furent posées en hâte, des clous enfoncés par des ouvriers qu'on avait appelés avant même l'aube. Trop vite. Trop brusquement. Comme si quelqu'un voulait enterrer ce qui avait été réveillé. Les domestiques chuchotaient, nerveux. On évoquait des bruits étranges durant la nuit, des pas, des gémissements qui venaient de derrière les parois. Certains affirmaient qu'un rideau avait bougé alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Ils parlaient d'esprits, d'histoires anciennes, de malédictions. Élise, elle, savait qu'il n'y avait pas de fantômes. Il n'y avait que des secrets humains, et ceux-là étaient toujours les plus dangereux. Ce midi-là, le baron de Montfaucon ordonna que tout le personnel se rende dans la grande salle. Son visage, d'habitude impassible, était parcouru d'une tension presque palpable. Quand il prit la parole, un silence lourd recouvrit la pièce. Certaines zones du manoir ne doivent plus être approchées, déclara-t-il d'une voix sèche. Toute personne surprise dans l'aile nord sera renvoyée sans préavis. Les vieilles rumeurs doivent cesser. Ce domaine est une maison respectable et je ne tolérerai plus de désordre. Son regard glacial se posa brièvement sur Élise. Trop brièvement pour qu'un autre le remarque. Assez longtemps pour qu'elle comprenne qu'il savait, qu'il avait deviné où elle s'était aventurée. Debout derrière lui, immobile comme une ombre, se tenait l'intendant Delcourt. Ses yeux ne la quittaient pas. Après le discours, Élise voulut disparaître dans ses tâches, mais Delcourt l'intercepta dans un couloir désert. « Vous étiez dans l'aile nord », dit-il sans préambule. Elle inspira profondément. « J'ai suivi un bruit. Je ne savais pas. Ne mentez pas. » La voix était calme. Trop calme. Il la fixait avec cette intensité particulière, comme s'il analysait chacune de ses pensées. Elle se raidit. « Qu'attendez-vous de moi ?» murmura-t-elle. Il approcha d'un pas. « De la prudence. Le baron n'aime pas que les pierres bougent, surtout quand ce qu'elle cache te touche au morel. » Elle sentit son estomac se nouer violemment. « Vous connaissez la vérité, n'est-ce pas, ma mère? Ce qui lui est arrivé ?» Un long silence. Delcourt baissa les yeux un instant comme s'il luttait avec lui-même. « Il vaut mieux que vous n'ouvriez pas certaines portes.
dit-il enfin. Les Montfaucon ont survécu grâce à des pactes. Et les pactes ont un prix. Puis il tourna les talons, la laissant dans un couloir où la lumière semblait s'être éteinte trop vite. Le soir venu, un événement inattendu secoua tout le domaine. Un incendie. Pas un feu massif, mais un départ de flammes étrange, silencieux, dans la cheminée murée de l'aile est. Cette partie du manoir était vide depuis des années. Pourtant, la pierre avait noirci, et la fumée s'était infiltrée partout, comme un signal venu d'un autre temps. Le baron hurla sur les ouvriers, les domestiques, les surveillants. Mais Élise remarqua autre chose. Delcourt, posté près des décombres, examinait un amas de bois brûlé avec une attention presque douloureuse. Quand elle s'approcha, il referma brusquement la main sur un fragment de papier noirci. Elle reconnut instantanément la texture. Un parchemin ancien, un autre document qu'on avait tenté d'effacer. « Qu'avez-vous trouvé » osa-t-elle demander. Il la regarda longuement avant de répondre. Rien qu'un souvenir que quelqu'un voulait voir disparaître. Mais son regard disait le contraire. Et quand il rangea le fragment dans son manteau, la machination devint évidente. Quelqu'un d'autre fouillait encore les restes du passé. Quelqu'un qui brûlait ce qui ne devait pas être lu. Cette nuit-là, Élise ne dormit pas. Le vent frappait les vitres. Le manoir tout entier semblait respirer plus vite, comme une bête acculée. Elle se leva et alluma une chandelle, décidée à examiner de nouveau le tissu rouge. Un détail l'intriguait. L'ourlet, cousu à la main, portait une marque. Une initiale brodée, minuscule, presque effacée. Un M cieux ou un W renversé. Elle approcha la flamme, le cœur battant. M pour Morel ou Montfaucon, pensa-t-elle, glacée. Puis, soudain, un bruit sec retentit dans le couloir. Elle se figea. Des pas. Lents, mesurés. S'arrêtant juste devant sa porte. La chandelle vacilla. Personne ne frappa. Un frôlement effleura le bois, presque tendre, presque familier. Élise sentit son souffle se figer dans sa gorge. Car de l'autre côté, quelqu'un murmura son nom. Pas comme un appel, comme une reconnaissance. Un murmure trop proche, trop intime. Et dans cette voix étouffée par le chêne, elle crut percevoir un timbre qu'elle n'avait pas entendu depuis 15 longues années. La voix derrière la porte s'était tue, mais l'écho continuait de vibrer dans la poitrine d'Élise, comme si le manoir lui-même avait voulu lui souffler un nom qu'elle ne devait pas oublier. Elle resta immobile un long moment, le souffle court, avant d'oser ouvrir sa porte. Le couloir était désert, silencieux, presque trop parfaitement ordonné. Mais sur le sol, à peine visible, un fil rouge s'étirait sur quelques centimètres, un fil du même ton que son tablier. Elle l'effleura du bout des doigts. Il était chaud. Quelqu'un jouait avec ses nerfs, ou la guidait, et il était temps de savoir lequel des deux. Le lendemain, Élise prit une décision que la peur retenait depuis trop longtemps. Elle attendit que les domestiques soient occupés, que Delcourt inspecte les greniers comme il en avait pris l'habitude, et que le baron se rende à la messe privée dans la chapelle du domaine. Puis elle se dirigea vers les anciennes cuisines, aujourd'hui désertes, où un pan de mur avait été partiellement dégagé lors des travaux de la veille. L'incendie n'avait pas été un accident. Elle en était désormais convaincue. À genoux, elle écarta des pierres calcinées jusqu'à trouver une brique fissurée, similaire à celle qu'elle avait vue dans la réserve des caves. En la retirant avec précaution, elle découvrit une cavité étroite contenant un rouleau de parchemin soigneusement enveloppé dans un linge jauni. Ses mains tremblaient lorsqu'elle le déploya. Il s'agissait d'un acte notarial, très ancien, daté de 1763. Les mots, écrits d'une plume nerveuse, semblaient presque brûler la page. Reconnaissance de filiation, Montfaucon, M. Rel. Le cœur d'Élise se contracta douloureusement. Le nom était volontairement tronqué, mais le lien était évident. Un acte scellé entre un Montfaucon et une Morel. Un pacte, ou un aveu. Elle continua à lire, la gorge sèche. L'acte mentionnait une liaison interdite entre un membre de la famille Montfaucon et une servante du domaine. Une liaison qui avait donné naissance à un enfant, mais que la famille avait juré d'effacer à jamais pour préserver son honneur. La servante, quant à elle, devait être réinstallée dans une autre région, loin du domaine. Mais elle n'était jamais partie. Elle avait disparu.
Et Élise comprenait maintenant pourquoi. Vous ne devriez pas toucher à cela. La voix, juste derrière elle, la fit se retourner d'un bond. Delcourt se tenait sur le seuil, le visage fermé, les poings crispés sur ses gants. « Comment avez-vous trouvé cet acte » demanda-t-il. « Alors c'est vrai, » murmura-t-elle. « Ma mère, elle a eu un enfant avec l'un des Montfaucon. Et cet enfant, elle ne put achever. » Delcourt la fixait avec une intensité nouvelle, presque douloureuse. « Oui, » dit-il enfin. « Cet enfant, c'est vous. » La révélation résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre étouffé. Élise recula, mais Delcourt avança. « Le baron a tout fait pour effacer votre existence. Pas parce que vous êtes sa honte, mais parce que vous êtes la preuve vivante d'un crime commis il y a 15 ans. » Elle déglutit, la tête tournant. « Mon père, c'est le baron ?» Delcourt détourna le regard. « Le baron ou son frère. Les archives ne le précisent pas clairement. Et c'est justement ce brouillard qui a rendu votre mère dangereuse. Elle connaissait la vérité. Elle voulait la révéler. Alors ils l'ont... » Sa voix se brisa, et il termina dans un souffle. « Ils l'ont réduite au silence. » Élise sentit ses genoux se dérober. « Et vous » demanda-t-elle. « Pourquoi m'aider » Le visage de Delcourt se durcit. « Parce que j'étais témoin. J'étais jeune, mais j'ai vu ce qu'ils lui ont fait, et j'ai juré de retrouver la vérité, et de la protéger. Vous. » Elle chercha ses mots. Rien ne venait. « Mais si vous vouliez me protéger, pourquoi ces menaces, ces avertissements ?» Il approcha, doucement. « Parce que le baron sait que vous fouillez, et il ne reculera devant rien pour étouffer ce qui reste. Sa fortune, sa position, tout repose sur cette lignée intacte. Si vous prouvez votre filiation, s'il est établi que vous êtes l'aîné, » Élise comprit. Elle représentait une menace, un héritier caché, un scandale capable de renverser une maison entière. « Où est le corps de ma mère ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Un silence terrible. Puis Delcourt la guida vers la paroi calcinée. « Ici, derrière ces briques. Je l'ai appris trop tard. Je n'ai pas pu. » Sa voix se serra. Élise porta la main à la pierre noire, ses doigts glissant sur les marques du feu. Elle ferma les yeux. Un souffle chaud sembla effleurer sa paume, comme un adieu ou un encouragement. « Nous devons partir, » dit Delcourt brusquement. « Si le baron découvre que vous savez... » Trop tard. Un craquement résonna dans le couloir. Le pas lourd et déterminé du baron de Montfaucon. Delcourt pâlit. Élise retint son souffle. La silhouette du baron se dessina dans l'embrasure, sa canne frappant le sol comme un verdict. « Il paraît que les vieilles pierres parlent à nouveau, » dit-il d'une voix presque douce. « Et j'aimerais beaucoup savoir ce qu'elles t'ont révélé. » Son regard glissa vers le parchemin que Élise tentait de cacher derrière elle. Un sourire mince, glacé, déforma ses lèvres, puis il fit un pas en avant, un seul, pesant, silencieux, irréversible. Si cette histoire vous a captivé jusqu'à la dernière révélation, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de laisser un like pour soutenir notre travail. Votre engagement fait vivre ces récits oubliés.